La Grande École vous présente l'histoire de la France moderne, de 1500 à 1815, par Pascal Bastien. Cours 17. La Régence, 1715-1723. Bonjour et bienvenue à cette séance consacrée à la Régence. Les régences sont très souvent des périodes de crise. Les difficultés sont d'ordre politique, puisque une minorité libère généralement les ambitions de la famille royale, notamment du premier prince de sang, qui peut ambitionner succéder au prince mineur, et d'ordre juridique également, puisque dans la France d'Ancien Régime, bien qu'il y ait des textes qui existent, des ordonnances qui existent sur la majorité du roi, aucune ne préside à la constitution d'une régence. Le problème commun à toutes les formes de régence que la France d'Ancien Régime connaît à de multiples reprises concerne la délégation du pouvoir souverain. Une souveraineté qui, depuis, on le sait, Jean Bodin ou Cardin-Lebray, une souveraineté qui est pourtant indivisible, qui se délègue parfois, mais qui ne peut se diviser ou se partager. Trois types de régence peuvent être, en règle générale, considérés. Une régence d'absence momentanée, lorsque le souverain, le roi, doit quitter pendant un temps relativement restreint et doit céder son pouvoir, que ce soit à une reine ou bien à un de ses frères ou cousins. Le roi quitte pour la guerre ou quitte pour une ambassade, doit laisser son pouvoir à une régence. C'est ce qu'on appelle une régence d'absence momentanée. Les régences de plus longue durée concernent un peu moins le cas de la France d'Ancien Régime, mais concernent davantage, par exemple, les empires. Charles Quint avait laissé à des régents ou des régentes les territoires sur lesquels ils ne pouvaient venir régner. C'est lorsqu'on envoie un vice-roi, par exemple, pour régner sur un territoire. Les régences d'incapacité, lorsque le roi, par exemple, devient fou, ou lorsque, plus souvent, le jeune prince n'est pas majeur, la régence d'incapacité est celle qui, essentiellement, concerne l'histoire de la France d'Ancien Régime. C'est celle qui est la plus récurrente, celle que nous avons pu voir depuis tout le début de ce cours. Puisque, en France, entre 1560 et 1776, seul le règne d'Henri IV n'a pas commencé avec une régence. Il n'a pas commencé, par ailleurs, d'une façon relativement aisée, puisque Henri IV parvient sur le trône en pleine guerre civile. Paradoxalement, c'est en France, un pays où la loi salique est au cœur des règles de succession, c'est en France où on connaît le plus de régences féminines, alors qu'en Angleterre, là où il n'est absolument pas interdit à une reine d'accéder au trône, c'est pourtant en Angleterre où on connaît le moins de régences féminines. 3 reines, 2 italiennes et 1 espagnole, ont marqué l'histoire de France entre 1560 et 1661. Nous les avons vues depuis le début de ce cours. Elles ont affronté de graves difficultés, les guerres de religion, la guerre de 30 ans et la Fronde. Catherine de Médicis avec les guerres de religion, Marie de Médicis avec la guerre de 30 ans et Anne d'Autriche pour la Fronde. Catherine de Médicis est sans contredit la régente qui a disposé, qui a eu entre ses mains le plus de pouvoir. C'est aussi celle qui a été la plus calomniée, la plus attaquée. Et il est un peu paradoxal, en fait, que malgré ces régences féminines qui se succèdent, lorsque, en histoire de France, l'on évoque la régence, avec un R majuscule, ce n'est pas à une femme que l'on pense, mais à un homme, Philippe d'Orléans. Et notre cours sera consacré à la régence de Philippe d'Orléans entre la mort de Louis XIV, 1715, et la mort du régent, qui survient au moment où Louis XV devient majeur, en 1723. Le long règne de Louis XIV s'achève le 1er septembre 1715 à Versailles. Louis XIV a régné pendant 72 ans, mais a régné d'une façon personnelle. On se souvient qu'il a accédé au trône et qu'il a décidé de régner sans Premier ministre à partir de 1661. Il a donc régné d'une façon personnelle absolue, voudrait-on dire, pendant plus de 50 ans. C'est le plus long règne d'un roi de France. Il meurt, l'âme forte, dit-on, mais le corps complètement gangréné en septembre 1715. La fin du règne de Louis XIV est particulière, elle est tragique, dramatique. La France traverse, depuis 1701, est en pleine guerre, la guerre de succession d'Espagne, qui se termine en 1713 et 1714.
Une guerre qui a ravagé les finances de la France, qui a épuisé la France et une partie du continent et qui laisse aux Français un sentiment parfois de rage, parfois d'amertume à l'égard du règne d'un roi vieillissant qui n'a plus du tout la popularité qu'il avait au cours des années 1680. La fin de la guerre de succession d'Espagne, donc, s'accompagne aussi d'une histoire relativement tragique concernant la succession du souverain. Louis XIV, entre 1710 et 1715, va voir ses successeurs potentiels, ses héritiers, disparaître les uns après les autres. Le 14 avril 1711, Monseigneur, aussi appelé le Grand Dauphin, l'unique fils légitime de Louis XIV, meurt de la variole. Le 18 février 1712, le fils aîné de Monseigneur, le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, meurt à 30 ans d'une fièvre. La même infection a tué les deux fils du duc de Bourgogne, les deux arrière-petits-fils de Louis XIV, qui étaient également héritiers présomptifs du trône. En mai 1714, le duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, fils cadet de Monseigneur, meurt d'une chute de cheval. Le fils du duc de Berry, le petit duc d'Alençon, arrière-petit-fils de Louis XIV, aussi était mort quelque temps auparavant. C'est donc dire qu'entre 1711 et 1714, les héritiers présomptifs disparaissent les uns après les autres. Et l'on doit avoir pour mémoire le souvenir des guerres civiles qui avaient préparé la fin ou la transition entre la dynastie des Valois et la dynastie des Bourbons. À partir du moment où les héritiers disparaissent, les héritiers en ligne directe disparaissent les uns après les autres, ce sont les querelles de succession, éventuellement les guerres civiles qui peuvent se préparer pour connaître qui succédera au grand Louis, à Louis le roi Soleil. Reste donc en vie, à l'orée de l'automne 1715, reste donc en vie deux héritiers présomptifs. D'une part, celui qui est devenu Philippe V, roi à Madrid. Le deuxième fils de Monseigneur, soit le petit-fils de Louis XIV, âgé de 32 ans, qui, donc, au terme du conflit de la guerre de succession d'Espagne, a réussi à accéder au trône espagnol, mais pour y accéder et pour qu'on puisse signer les paix d'Utrecht et de Rastatt, a dû renoncer officiellement pour lui et pour ses fils à la couronne française. C'est donc dire que ce petit-fils de Louis XIV serait exclu de la succession de Louis XIV. S'il décidait de prétendre au trône, c'est donc une guerre européenne qui serait immédiatement déclenchée. L'autre héritier présomptif, le seul fils survivant du duc de Bourgogne, est né le 15 février 1710. Lorsque meurt Louis XIV, il n'a alors que 5 ans. C'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, et c'est donc lui qui devient le petit Louis XV le 1er septembre 1715. Quand on connaît la situation de la France moderne, quand on connaît la situation grave de la mortalité infantile, qui fait en sorte qu'un enfant sur deux meurt entre leur naissance et l'âge de 15 ans, on peut s'imaginer que personne n'est dupe, personne n'est dans l'erreur. Du plus petit paysan jusqu'au prince de sang, chacun sait à quel point la situation sur le trône est extrêmement fragile. Avec un enfant de 5 ans comme souverain, on peut s'imaginer qu'à tout moment, cet enfant peut disparaître. À tout moment, la crise de succession peut survenir. On doit donc considérer que la régence, le choix d'une régence, est particulièrement importante pour la fin du règne de Louis XIV et le début de ce XVIIIe siècle, le début de ce qu'on appellera le siècle des Lumières. Et on verra que la régence y a son rôle. Conscient de cette situation délicate, Louis XIV, en 1714, sachant que son héritier était un petit garçon d'à peine 4 ans, avait pris ses dispositions, avait réfléchi à la situation, avait préparé un testament avec son épouse, Madame de Maintenon, un testament qu'il avait offert, cédé, confié au Parlement de Paris. Un testament devant émettre toutes les dispositions pour préparer la régence. Le testament est tenu secret. On ne doit l'ouvrir qu'au lendemain de la mort de Louis XIV. C'est effectivement le 2 septembre 1715 que le testament sera ouvert par le Parlement de Paris. Or,
entre la rédaction du testament, l'agonie de Louis XIV et l'ouverture du testament le 2 septembre 1715, évidemment, les rumeurs circulent, les princes de sang s'agitent, toute la cour se demande bien qui sera le régent, à qui doit-on faire bonne figure pour obtenir, à la mort du roi, une grâce, une position politique pour ouvrir et accompagner le nouveau règne. Personne n'est réellement dupe de l'identité du régent. Le choix est inévitable, même si on s'interroge sur le rôle que ce régent aura à jouer dans les premières années du règne de Louis XV. Ce personnage, c'est Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans est le neveu de Louis XIV, le fils du frère Monsieur. Les frères des rois s'appellent en règle générale Monsieur. Donc, le fils de Monsieur, c'est donc Louis XIV et son oncle, il est un neveu, Philippe d'Orléans, et par ailleurs, il est aussi son gendre, puisque Louis XIV lui a fait épouser la fille qu'il avait eue d'une de ses maîtresses, Madame de Montespan. Donc Philippe d'Orléans est en soi le choix inévitable d'une régence. Non seulement il est le neveu de Louis XIV, mais il est en ligne directe des premiers Bourbons, d'Henri IV, de Louis XIII, puis puisqu'il est neveu de Louis XIV, il est l'un des premiers princes de sang pouvant prétendre à la régence. Personne n'est donc étonné du fait qu'il soit nommé régent. La question, c'est, lorsque le testament sera ouvert, quel rôle Philippe d'Orléans devra-t-il jouer? Dans la mesure où il a beau être neveu de Louis le Grand se méfie de Philippe d'Orléans. Louis le Grand se méfie de ce personnage qui a, en 1715, 41 ans, ce personnage qui est surtout connu pour ses libéralités, surtout connu pour sa sexualité débridée, certains disent même pour son athéisme. C'est quelqu'un qui, dans toute l'historiographie, et qui par ailleurs, dès sa vie, devait jongler avec deux réputations. La première, sulfureuse, celle qui faisait de lui un passionné des orgies, celui qui préparait les petits soupers et qui se livrait aux débauches, à l'ivresse et à toute une série de comportements que la cour dévote depuis le mariage de Louis XIV avec Madame de Maintenon supportait mal ce type de comportement. Et d'autre part, Philippe d'Orléans est aussi connu pour être un homme curieux, sensible, très intelligent, fin, cultivé, passionné de peinture, passionné de musique. C'est un compositeur de musique, comme Louis XIII l'avait été avant lui. Et on peut retrouver de très très belles compositions de Philippe d'Orléans chez tous vos bons disquaires. Bref, deux réputations qui ne sont pas si antinomiques qu'on pourrait le croire, mais deux réputations qui font que Philippe d'Orléans avait ses partisans, comme il avait aussi ses détracteurs. Parmi ses détracteurs, donc Louis XIV, qui se méfiait de lui, mais qui ne pouvait pas tout de même l'écarter complètement de la régence du petit Louis XV. Lorsque l'on ouvre le testament le 2 septembre 1715, on ne s'étonne pas donc que Philippe d'Orléans devienne le régent. On s'étonne peut-être, par contre, du fonctionnement auquel Louis XIV avait pensé pour que la régence puisse être menée. Le testament de Louis XIV propose la constitution, ou plutôt, oserais-je dire, impose la constitution d'un conseil de régence, sur le modèle du conseil du roi qui a toujours accompagné les décisions de Louis XIV. On a beau faire de Louis XIV un roi absolu, il était toujours, on ne s'en étonne pas, accompagné par un conseil, parmi lesquels des gens comme Colbert, Louvois ou d'autres ont joué un rôle absolument prépondérant. Le conseil de régence, tel que voulu par Louis XIV, retirait à Philippe d'Orléans le pouvoir absolu que Louis XIV, pourtant, lui, avait joué sur le conseil du roi. Le conseil de régence, voulu par Louis XIV et constitué par les hommes de confiance de Louis XIV, soumettait les décisions du régent à la volonté majoritaire du conseil. Je cite un extrait du testament. Toutes les décisions du Conseil seront prises à la pluralité des suffrages, sans que le duc d'Orléans puisse seul et par son autorité particulière rien déterminer et statuer et ordonner ou faire expédier aucun ordre au nom du roi mineur, autrement que suivant l'avis du Conseil de la Régence. Cette formulation est
très sévère, très grave, et retire les pouvoirs absolus dont, en théorie, disposent tous les régents. C'était à tout le moins le cas pour Catherine de Médicis et pour toutes les régences féminines qui existaient avant le XVIIIe siècle. Le 2 septembre 1715, donc, lorsque le Parlement de Paris ouvre le testament, lit et communique ce testament à l'ensemble des gens présents, le Parlement doit jouer le rôle qui lui est constitutif. Le Parlement a une responsabilité. Le Parlement doit lire le testament et considérer s'il est conforme à la loi. C'est le rôle du Parlement de veiller à ce que chaque ordonnance proposée par le Conseil du roi soit conforme aux lois qui ont été enregistrées sous les rois précédents. Un testament qui ne serait pas conforme, un testament pourrait donc être cassé, brisé, si le Parlement considère qu'il n'est pas conforme à la tradition, puisque dans la France d'Ancien Régime, que toute nouveauté est suspecte et le passé est la seule référence. Le 2 septembre 1715, au Parlement de Paris, Philippe d'Orléans, avant même l'ouverture du Conseil, se serait adressé au Parlement et à l'ensemble des gens présents et aurait non seulement, bien entendu, rappelé ses droits de naissance, mais aurait également évoqué l'idée selon laquelle il se soumettrait aux sages conseils du Parlement. Cette formule n'est pas anodine, les sages conseils du Parlement, dans la mesure où le Parlement avait été privé de ces sages conseils par Louis XIV entre 1673 et 1715, jusqu'à la mort de Louis XIV. Dans la mesure où le Parlement de Paris ne pouvait émettre quelque critique que ce soit à Louis XIV, tant et aussi longtemps que les décisions de Louis XIV n'avaient pas été exécutées. Ce que Philippe d'Orléans suggère, en quelque sorte, dès le 2 septembre 1715, c'est que le Parlement pourrait retrouver ses prérogatives de critique si le régent devait trouver faveur auprès du Parlement, si le régent pouvait assumer seul et d'une façon absolue les pouvoirs du régent. C'est effectivement ce qui se produira. Le Parlement de Paris va casser le testament de Louis XIV et va donner au régent les pouvoirs absolus, les pouvoirs complets de la régence, lui permettant de constituer comme il l'entend son conseil et de nommer ceux qu'il entend, les hommes de confiance qu'il souhaite, pour constituer le conseil de régence. Le 12 septembre 1715, l'acte constitutif de la régence est validé dans un lit de justice au Parlement de Paris. La mécanique des hommages est parfaitement réglée, le régent prend donc son rôle, ses responsabilités et son pouvoir absolu. Il a la faculté de désigner qui il veut pour son conseil. Et le 15 septembre 1715, une déclaration royale constituera son conseil, constituera même ses conseils.